Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes au JDS, journal du dimanche au soir, et c'est parti pour 1h30 d'informations, aussi diverses que variées. Et les grands sujets sont les suivants. La charte du Front patriotique signée par 33 partis politiques et organisations de la société civile. Elle a été présentée le 4 août dernier. Nous reviendrons sur ses ambitions avec Ambroise Farama, président de l'Organisation des peuples africains du Burkina Faso, au PABF en abrégé, membre du Front. Nous aurons aussi le regard du sociopolitologue Yen Olopépin Yen sur la nouvelle configuration justement de notre scène politique. Et puis coup de cœur pour les PDI, personnes déplacées internes. Nous aurons le point de la campagne lancée par Tam Tam Groupe Presse en collaboration avec le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire. Yermalé Sommet Frédéric, directeur de Tam Tam Groupe Presse, et Stéphane Tiendré-Beogo, directeur des finances et de la comptabilité du Fonds national de solidarité et de résilience sociale, seront nos invités aussi pour aborder ces questions. Et enfin, sport, championnat d'Afrique des nations de la zone 2 de karaté-do. L'encadrement technique de l'équipe nationale du Burkina Faso entendait imposer sa suprématie dans cette région 2, composée de 8 pays. Nous y reviendrons avec le directeur technique national de la Fédération de karaté-do. Je serai accompagné de William Sonda, journaliste sportif. C'est donc le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre, et le Front patriotique, le dernier né des mouvements citoyens du Burkina Faso, il a été présenté jeudi dernier. Il faut dire que ce front réunit 33 organisations citoyennes, des partis politiques et mouvements politiques. Le Front patriotique, face à la déliquescence de l'État et l'impuissance des nouvelles autorités de la transition devant le terrorisme, dit qu'il est urgent d'agir. Nous revenons sur ce lancement avant des échanges. Le Front patriotique, c'est le nom du nouveau mouvement politique dont la création a été rendue publique ce jeudi à Ouagadougou. Un nouveau mouvement pour un autre contrat social, celui d'œuvrer sans délai pour une transition politique légitime et souveraine. Après avoir dépeint un tableau sombre de la situation socio-sécuritaire au Burkina, les premiers responsables du Front patriotique se disent engagés à jouer le contre-pouvoir face aux militaires au pouvoir depuis le 24 janvier dernier. Vision de la plateforme de lutte du Front patriotique. Œuvrer à l'avènement d'institutions démocratiques fortes et pérennes, répondant pleinement aux aspirations légitimes du peuple burkinabé et à mesure de mettre fin au coup d'État militaire dans la vie politique du pays. Objectif immédiat du Front patriotique: mobiliser l'ensemble des forces sociales, politiques et citoyennes, les personnes ressources, les leaders d'opinion, pour un sursaut patriotique en vue d'éviter à notre pays un passage à vide transitionnel aux conséquences historiques gravissimes dont la déliquescence de l'État, le chaos sécuritaire, humanitaire, économique et social. Le Front patriotique est porté par Bitu Nama, par ailleurs ancien compagnon de lutte de l'ex-président Thomas Sankara. Il n'est pas passé par 4 chemins pour dénoncer ce qu'il qualifie d'échec du MPSR. Selon Bitu Nama, la restauration dont parle le MPSR est celle de l'ancien régime Blaise Compaoré. Il va plus loin. Cette réconciliation prônée par le MPSR est juste une mascarade. À l'en croire, le Front patriotique veut changer la donne. Nous ne voulons plus cet éternel recommencement qui sert où effectivement les coups d'État militaires viennent perturber les processus démocratiques. Ça, c'est un piège, ce processus de réconciliation. Mais cette réconciliation qui oublie les vrais problèmes du pays. Parce que le problème, ce n'est pas la réconciliation entre acteurs politiques. Il y a un problème entre nous-mêmes, nos communautés ici, qui se pose. Mais ça ne les préoccupe pas. Voilà. On a beau massacrer les gens pour des problèmes communautaires, ça ne les préoccupe pas. Ce qui les préoccupe, c'est entre eux, politiciens, se retrouver. Nous, cette réconciliation ne nous intéresse pas du tout.
Le Front patriotique révèle que son adhésion est conditionnée par l'acceptation de la charte qui a comme organe délibératif les organes des partis politiques. Le mouvement regroupe 33 partis politiques et organisations de la société civile. Une feuille de route sera bientôt élaborée et présentée à la population burkinabé. D'ores et déjà, le mouvement donne rendez-vous au Burkinabé le 16 septembre prochain pour commémorer l'anniversaire du putsch manqué de 2015. Retour sur ce plateau et pour aborder donc ces questions, nous le posions aussi en titre. Avec nous sur ce plateau, Ambroise Farama, il est le président de l'OPABF, en tant qu'organisation des peuples panafricains du Burkina Faso. Il est aussi membre du Front patriotique. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ici. Et l'autre visage qu'on va vous présenter, c'est Olo Pépin Yen, sociopolitologue au CNRST. Bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit docteur. Merci d'être avec nous. Moi, je vais déjà me retourner vers le premier concerné par cette actualité, puisque vous faites partie de ce Front patriotique. Parce que c'est quand même le 4 août, c'est une date symbole pour ce lancement-là. Mais comment se noue justement ce front-là, avec les 33 organisations qu'on a éparties? Merci donc de nous donner l'occasion de parler donc du Front patriotique. L'idée de créer ce Front patriotique est partie d'un constat. C'est que nous avons analysé la situation politique actuelle. Nous avons fait le constat que telle que la transition est conduite, les partis politiques, les organisations de la société civile, les acteurs majeurs de la vie politique de notre nation ne sont pas associés. Et j'avoue que lorsque la CEDEAO, le président qui avait été mandaté pour assurer donc le dialogue avec donc les autorités locales était présent, le Premier ministre avait reçu la classe politique et il avait donné l'assurance que le gouvernement de la transition s'engageait à instaurer un dialogue permanent et continu avec donc les acteurs politiques nationaux. Mais depuis lors, plus rien. Et donc, nous sommes partis donc d'un constat que si on reste donc à attendre, et les organes, en tout cas les dirigeants de la transition qui dès les premiers instants avaient souhaité justement que la classe politique puisse être mise à l'écart, qu'il n'y ait plus un activisme politique débordant, ils ont une volonté donc de poursuivre donc cette transition sans véritablement associer la classe politique. C'est comme ça que une dizaine d'organisations dès le départ a commencé donc à mener la réflexion et nous nous sommes accordés autour donc d'une charte et la charte a été présentée à d'autres organisations. Le projet de charte a été d'autres organisations, d'autres partis politiques, lesquels donc ont adhéré à ce projet donc de charte et c'est comme ça que finalement nous sommes arrivés donc avec 33 organisations qui sont non seulement signataires donc de la charte mais qui adhèrent aussi à la plateforme d'action qui a été arrêtée. Et c'est donc la plateforme d'action qui véritablement définit quels sont les points principaux, les exigences que nous avons et vers où nous voulons aller. Et on a vu dépeint ce que vous avez présenté comme étant la réalité burkinabé aujourd'hui. Il y a eu ces propos, la patrie en danger a besoin de nous. De quel danger on parle ici? La patrie est en danger. Mais la patrie en danger, d'abord, c'est que l'intégrité du territoire aujourd'hui est menacée. Le Burkina Faso est menacé dans ses fondements. Et même d'un point de vue social, le vivre ensemble, les populations, le vivre ensemble n'est plus assuré. Nous ne sommes plus sûrs du jour au lendemain que nous aurons donc un État dans lequel on peut vivre en toute liberté, en toute indépendance. Et aujourd'hui, les statistiques officielles disent que l'État n'a un contrôle que sur 40% du territoire national. Donc, il y a plus de la moitié du territoire national qui n'est plus sous contrôle donc, des institutions de la République. Et donc, bien entendu, la nation est en danger. Et dans cet état encore, où on ne contrôle que 40%, vous avez environ 2 millions de personnes déplacées internes. Est-ce que ce n'est pas plutôt 40% qui nous échappe? Non. C'est 40% qui est sous contrôle. D'accord. Et 60% qui nous échappent. En tout cas, ce sont les résultats qui nous ont été présentés. D'accord. Voilà. Donc, dans cette situation, naturellement, ça veut dire que nous avons perdu le contrôle donc, de ce pays-là. Et justement, lorsqu'ils ont présenté la situation, ils ont dit que c'est lorsque nous allons pouvoir reconquérir jusqu'à 60%, c'est en ce moment qu'on pourra éventuellement envisager aller vers des élections. Donc, c'est bien 40% qui est sous contrôle et 60% qui nous échappe. Et donc, un pays où vous n'avez plus le contrôle sur plus de la moitié de votre pays, bien entendu, ce pays est en danger.
D'accord. Je viens donc vers mon autre invité, Lope Payenne. Je rappelle que vous êtes sociopolitologue, donc vous êtes un fin observateur de ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça qu'on vous a ici pour avoir votre éclairage. Il y a seulement la semaine dernière, on avait aussi le but qui était créé, un autre mouvement citoyen qui appelait aussi à rassembler les partis politiques, les organisations de la société civile en griffe crédible pour lancer un genre de mouvement qui n'est pas trop loin quand on voit un peu dans ce qui est retracé de ce que nous donne le Front patriotique. En 2 semaines, un genre d'évolution de ce type de mouvement. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est un repositionnement des choses pour ce qui est des partis politiques et des organisations de la société civile qui ont quelque chose de transversal. Et en face, il y a tout le monde qui tire à boulet rouge sur cette transition-là et ceux qui l'amènent. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Ok, merci. Comme vous l'avez précisé, moi je suis un observateur impartial de la scène politique. Et voilà, donc à partir de cette position, ça me permet ici de chercher donc à étudier et à comprendre le jeu des acteurs. C'est ça. En prenant en compte toutes les tendances. Voilà, donc et à ce niveau, c'est un constat effectivement que depuis un certain temps, en l'espace d'une semaine, on a vu un peu sur le champ politique un foisonnement d'organisations qui commence à naître. Et déjà, comme vous l'avez dit, avec un discours assez très critique et virulent contre la transition en cours. Cela peut s'expliquer aujourd'hui par la perception que ces acteurs du monde politique, si on peut le dire comme ça, ont aujourd'hui de cette transition. Donc c'est la perception qu'ils ont de cette transition qui détermine aujourd'hui cette attitude, si on veut bien comprendre. Et laquelle perception? Et tout de suite, on vient d'entendre même le discours du Front patriotique qui accuse donc la transition d'être tendancieuse et d'avoir un parti plus politique et de tenter donc de restaurer un ordre ancien et qui a été déchu dans ce pays. Voilà un peu les accusations majeures portées contre cette transition et qui fait que aujourd'hui, on voit que ceux qui étaient au pouvoir hier et qui l'ont perdu se sentent dans une sorte d'insécurité politique. Et parce que comme Maître Ambroise vient de le dire tout de suite, il y a cette classe politique déchue, si je peux m'exprimer ainsi, qui est frappée aujourd'hui de marginalité politique. Donc ce qui fait que c'est une sorte de repositionnement sur la scène politique. Et là, avec une autre identité, autre que l'identité autour de laquelle toutes ces personnes-là s'étaient réunies, à savoir le MPP. Voilà. Donc c'est un réinvestissement de la scène politique avec une nouvelle identité politique. D'accord. Mais laissez-moi vous dire tout de suite que, contrairement à ce que mon aîné Pépin est en train de dire, en réalité, les initiateurs du Front patriotique étaient tous en dehors de l'ancienne classe politique. Ouais. C'est-à-dire que l'arrivée des partis membres de l'Alliance de la majorité présidentielle est arrivée pratiquement de façon tardive. Voilà. C'est-à-dire ceux qui étaient à l'origine donc la création du Front patriotique, il n'y avait pas de parti membre de l'ancienne majorité présidentielle à l'origine. Et ils sont par la suite, lorsque le projet leur a été présenté, parce que nous avons estimé que il ne faut exclure personne. Lorsqu'il s'agit donc de construire pour l'intérêt donc de ce pays, lorsqu'il s'agit donc d'avoir une vision pour sauver donc le Burkina Faso, tout le monde est bienvenu. C'est comme ça que finalement, même les acteurs donc de l'ancienne majorité présidentielle sont arrivés. Mais justement, ils sont arrivés, on a la liste des signataires à la fin, on ne va pas rappeler, il y a le MPP, il y a le Parent, il y a vous avez parlé de l'ancienne majorité, il y a tous ces noms. Maintenant, quand on est critique relativement à la situation, alors qu'on sait que la question du pourrissement, les premières attaques, quand on les connaît, c'est Souro Kaboré, c'est vrai que nouvellement élu et tout, et c'est lui qui a eu à gérer la réalité terroriste. Et pour qu'on en arrive à ce pourrissement, il y a quand même une certaine responsabilité. Maintenant, avoir ce discours-là et avoir des personnes qui sont signataires, est-ce que ça ne dérange pas? Pas du tout. Je dis, lisez bien. Nous sommes réunis autour d'une plateforme d'action. Et la plateforme d'action énumère de façon précise quels sont les objectifs pour lesquels le Front patriotique est créé. Le Front patriotique n'est pas créé pour réhabiliter
le MPP. Le Front patriotique n'est pas créé pour réhabiliter l'ancienne alliance de la majorité présidentielle. Ce que nous visons, c'est de donner effectivement un nouvel élan, un nouveau sursaut, afin donc de sauver de façon pérenne et durable les institutions du Burkina Faso et de garantir effectivement un véritable processus démocratique. Faire en sorte que la transition qui est là soit une transition, j'allais dire populaire, une transition acceptée de tous et inclusive. Voilà un peu donc les objectifs qui ont été énumérés donc dans les 6 points de la plateforme d'action. Maintenant, si ces partis de l'ancienne majorité présidentielle demandent à adhérer, mais c'est qu'ils s'engagent d'abord à respecter la charte et à respecter le règlement intérieur. Et vous verrez bien que même du point de vue donc la direction donc de ce Front patriotique, ce n'est pas eux qui occupent donc les premières fonctions. Mais nous disons que lorsque vous voulez construire donc un pays, lorsque vous voulez construire un processus démocratique pour tout le monde, il ne faut pas travailler dans l'exclusion. C'est l'exclusion justement qui nous conduit à des blocages à un certain moment donné. Je viens vers Pépin tout à l'heure, vous disiez que on sent qu'il y a un genre de repositionnement, parce que quoi qu'on dise, même si c'est un mouvement qui s'est créé et qu'on ouvre, et que c'était entre chacun, on connaît en politique, chacun fait aussi son calcul, quoi qu'on dise. Mais est-ce que on va dire le clivage ou le genre d'abysse qui est en train de se créer entre la sphère politique et ceux qui gèrent la transition n'a pas été aussi du fait de cette transition-là elle-même? Lorsqu'au départ, on a eu les premiers discours de Damiba, c'est à cause de vous qu'on est dans cette situation. On a l'impression que le discours est plutôt inversé maintenant. On dit c'est à cause de vous, plutôt, qu'on est dans cette situation et que ça ne s'améliore pas. Est-ce que c'est pas ça à la fin aussi? Il n'y a pas une transition avec ces autorités qui devraient changer un peu le discours, qui devraient revoir? Oui, effectivement, on est sur un champ politique où c'est un champ de, comme vous le savez, de la contradiction. Voilà, et donc c'est pas un champ neutre et chacun essaie de minimiser la valorisation de l'autre. C'est comme ça fonctionne. Et moi, ce que je vois, pour un peu revenir à un peu ce que Maître Ambroise venait de dire tout de suite. Moi, je ne suis pas de la cuisine, je ne connais pas la cuisine intérieure du Front patriotique, mais quand on regarde, on voit que les organisations qui sont dominantes sur le plan politique, en termes de poids politique, ce sont les organisations qui hier étaient donc autour donc du MPP au pouvoir. Voilà, donc c'est ça qui nous permet de dire que toutes les organisations qui sont dedans, bien sûr, ne faisaient pas partie de la galaxie du MPP, mais on se rend compte que quand même les organisations dominantes font partie de cette galaxie. Et aujourd'hui, on assiste à une sorte d'émiettement des organisations sur la scène politique. Et je parle d'émiettement en ce sens que les nouvelles organisations qui ont émergé, les principaux acteurs étaient issus du MPP pour la plupart, ou du moins étaient dans le giron du MPP, même s'ils n'étaient pas des militants avérés comme on peut le constater. Et donc il y a une sorte d'émiettement, c'est-à-dire du MPP, et une réapparition ici de nouvelles forces avec des anciens acteurs, c'est du régime passé. Donc ce qui fait dire aujourd'hui que c'est un levier de bouclier de l'ancien régime et qui, avec ces organisations qui étaient coalisées pour animer le pouvoir, aujourd'hui on formait un front face à l'adversité ici du régime prétorien qui est en face. Donc pour revenir à ce que vous dites, effectivement il y a un discours et un contre-discours qu'on constate. Voilà. Et le discours, le premier discours de la transition portait déjà un regard très accusateur sur la classe politique et en termes d'échec, où la transition disait que c'est la classe politique qui est responsable de la situation ou de l'avènement des MPP. Et aujourd'hui, avec le jeu qui se dessine, où un peu partout et chaque jour, on accuse cette transition d'être tendancieuse, on voit qu'ici, il y a une inversion de ce discours, comme vous l'avez constaté, où ceux qui étaient accusés hier se mettent aussi à accuser ceux qui les ont accusés. Donc, du coup, on se retrouve dans une dialectique, dans une contradiction, voilà, où nécessairement il faut qu'il y ait un dépassement de situation. Parce que aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que la transition ici a posé un certain nombre d'actes qui a créé ici les conditions aujourd'hui de sa mise en cause par les forces que le pouvoir militaire a renversées. Donc, du coup, et compte tenu du fait que... les axes principaux, justement, les actes principaux les actes principaux, aujourd'hui. Oui, on a vu
le retour de Blaise Compaoré, oui, qui a été, je peux dire, un échec, voilà, parce qu'il y a eu un levé de bouclier. Et on a vu aussi les anciens militaires du RSP qui ont bénéficié ici d'une liberté provisoire, ou c'est un congé, comme on peut appeler ça juridiquement. Voilà. Et aussi, bon, il y a ici une suspicion, une forte suspicion sur certaines nominations de certaines personnalités, que des gens ici, tout de suite, voient par là, ici, le retour de certains anciens caciques du CDP, voilà, CDP sous le régime de Blaise Compaoré. Donc, voilà un peu un certain nombre d'actes qui font qu'aujourd'hui, le MPSR a donné l'occasion au pouvoir MPP déchu de rebondir sur la scène et de porter aussi un regard accusateur en accusant ici cette transition d'impartiale, de tendancieuse et de s'adosser sur un groupe politique, voilà, pour gérer le pouvoir dans l'exclusion. Voilà un peu comment le débat se pose sur la scène publique. Et à ce niveau, je me dis, on est dans un jeu politique, voilà, où du coup, chacun aussi exploite un peu ce que je pourrais dire, les actes que les autres posent pour retourner ça contre ce qu'on peut appeler ici l'adversaire. Donc c'est un jeu politicien, et à ce niveau, c'est pas étranger à la scène politique. Et ce qu'on regarde aussi et qu'on remarque, c'est qu'on est un peu obligé ou réduit à juger un peu la transition sur quelques points et quelques actes. Est-ce que ce n'était pas parce qu'on n'a pas une idéologie claire, on n'a pas une claire vision de là où ils vont, et c'est ce qui fait que chacun cherche des brides pour savoir qu'est-ce qui se passe, vers où on va, et certains, comme peut-être que je vais leur permettre de donner le détail sur le pensée là-dessus, les accusent de vouloir restaurer aussi un ordre ancien. Oui, justement, et c'est ce que je disais, compte tenu du fait qu'il n'y a pas une démarche inclusive. Il n'y a pas une démarche inclusive. Par exemple, sur l'avenue, le retour de Blaise, il n'y a pas une démarche inclusive, et il n'y a pas eu un débat préalable pour dégager un consensus sur la façon d'accueillir M. Blaise Compaoré. Et du coup, ça fait que ça a créé une sorte de tension, voilà, au niveau donc, des acteurs politiques qui sont les tombeurs de l'ancien régime. On a vu comment il y a eu cette cristallisation au niveau de la scène politique. Donc, ce qui voudrait dire que ici, quand on dit que le pouvoir de la transition est en train de travailler pour la restauration, et c'est comme ce que je vous ai dit, c'est la perception que ces acteurs-là ont aujourd'hui de cette transition, dans ce sens où la transition n'a pas eu une démarche qui tendait ici à les intégrer dans le processus. Donc, du coup, et tout de suite, les actes qui s'opposent, donc chacun, ça dit que fait une lecture aussi tendancieuse de ce qui se passe en fonction de la façon ici de gérer cette transition. Donc c'est pour ça, pour dire qu'il y a nécessité ici qu'aujourd'hui il y ait une inclusion, c'est-à-dire que dans la gestion de cette transition, et je me dis que ça peut éviter la polarisation de la scène politique auquel nous assistons aujourd'hui. Je vais revenir vers Maître. Oui. Quand on vous écoute, parlant du Front patriotique, je pense que vous êtes dans aucun doute sur le fait que ce soit un ancien régime qu'on veut mettre en place. Quand on écoute, le discours il est clair, il n'y a pas à douter là-dessus. La conviction, elle vient d'où? Mais la conviction, elle vient de ce qui nous unit. Elle vient de la charte, elle vient également de la plateforme d'action. C'est ça la conviction. Eh bien, celui qui viendra et qui aura un autre agenda différent de celui pour lequel nous nous sommes engagés, bien entendu, il sera mis hors jeu. Voilà. Nous avons une plateforme d'action et c'est ça le repère, c'est ça la boussole. Ce n'est pas pour... Et c'est pour ça d'ailleurs, nous avons tout fait pour que cette plateforme d'action soit rendue publique et qu'elle soit connue de tous, pour dire voilà où nous allons. Nous n'avons jamais dit que le Front patriotique venait pour travailler, pour restaurer l'ordre qui venait d'être déchu. Jamais de cela. Mais nous souhaitons, parce qu'il faut le rappeler, le régime qui est là n'est pas un régime légitime. Il n'est pas arrivé à la suite donc d'une élection. Et donc, il faut travailler déjà à faire en sorte qu'il y ait une certaine légitimité et que son pouvoir soit un pouvoir véritablement populaire. Et cela ne peut pas se faire dans l'exclusion. Il faut travailler à associer tous les acteurs, que ce soit les partis politiques et même la société civile qui joue un véritable contrepoids dans ce pays-là. Et nous disons que lorsque les médiateurs de la CEDEAO arrivaient donc au Burkina Faso,
et que les médiateurs avaient demandé à rencontrer donc les acteurs politiques, tout de suite, le gouvernement de la transition s'est empressé de convoquer donc les différents acteurs et de leur présenter une feuille de route. Je dis bien présenter une feuille de route. Une feuille de route dans la rédaction, les acteurs n'ont pas été associés. Cette critique a été formulée au gouvernement, aussi donc devant le médiateur, donc la CEDEAO, pour leur dire, vous voyez, cette façon de faire va faire qu'à la fin, la transition va échouer et on va dire que non, que les acteurs politiques n'ont pas joué franc jeu, ils n'ont pas accompagné la transition. Mais comment voulez-vous mettre les gens devant le fait accompli? Si vous êtes un régime de transition, à la fin de cette transition, vous allez partir et vous allez remettre le pouvoir à qui? Aux acteurs politiques. Donc, il faut nécessairement associer les acteurs politiques dans le travail qui est en train d'être fait afin que toutes les intelligences puissent être associées. Dès que la CEDEAO est partie, ils ont promis d'associer donc la classe politique, d'associer les différents acteurs politiques. Jusqu'aujourd'hui, tabras. Ils avancent seuls. Et mieux, ce qu'on constate, c'est que les différents acteurs ne sont pas associés et au même moment, comme mon camarade Don Pépin l'a rappelé tout à l'heure, le grand frère Pépin l'a rappelé tout à l'heure, on constate qu'il y a des décisions majeures qui sont prises. Des décisions telles que le retour de Blaise Compaoré. Ce n'est pas le retour de Blaise Compaoré en lui-même qui pose problème, mais c'est les conditions de son retour. Le retour de Blaise Compaoré en violation des lois de la République. Vous avez parlé de parjure et tout. Nous avons parlé de parjure, c'est clair. Il a juré, il a juré donc de garantir le respect donc de la Constitution et des lois de la République. Et le gouvernement est le garant de l'exécution des décisions de justice. Et c'est lui d'ailleurs qui se permet de violer cette obligation d'exécuter la décision de justice. Et nous disons que d'abord, cet acte qui a été fait, qui a été posé en violation donc de la loi, il y a également les permissions accordées donc à Diendéré et autres. Mais le Code de procédure pénale énumère les cas, les conditions dans lesquelles on peut bénéficier donc de ces permissions. C'est lorsqu'en cas de décès, lorsque le détenu doit être autorisé à se marier, ou lorsque le détenu est appelé donc à participer à un concours ou à un examen. Mais aucune de ces conditions n'était remplie en ce qui concerne le général Diendéré. Et pourtant, il a également bénéficié de permissions renouvelées, prolongées, tout ça en violation de la loi. Donc on constate que voilà un régime qui arrive, qui n'est pas légitime, qui pose des actes, et tous les actes qu'il pose sont en violation de la loi. Est-ce qu'on peut construire un état de droit, assurer l'avenir de ce pays, en foulant aux pieds les décisions de justice et en ne respectant pas l'institution judiciaire? J'ai entendu des gens dire que la nation est au-dessus de la justice. Là, je suis au regret. Il n'y a pas de nation sans justice. Et donc, l'un des objectifs du Front patriotique, c'est de veiller à ce que le pilier justice soit défendu. Faire en sorte que l'institution judiciaire de notre pays ne soit pas réduite à des simples décisions qui ne peuvent pas être exécutées. Donc voilà l'un des objectifs donc, du Front patriotique. Le Front patriotique, dans tous les cas, on voit ce que vous dépeignez un peu comme objectif, mais je veux comprendre, parce que pour ce qui est de ce qu'on a vu du but la semaine dernière, ça a été clair. On va jusqu'à demander que des institutions soient mises à plat, que la question de la charte soit revue. On a l'impression qu'on remet en cause plus haut et plus fort que cela. Pour vous, c'est quoi? Moi, je ne parlerai pas du but. Pour ce qui est du Front patriotique, je ne parlerai pas du but. Jusque-là, ou bien on s'est dit, dans cette transition, on peut garder les choses, mais il y a des petites choses qu'on peut calibrer. Dites-nous. Si vous n'avez pas la plateforme, je vais vous lire les différents points de la plateforme d'action. Le but, à la différence donc du Front patriotique, c'est que chez nous, il y a une plateforme d'action. Voilà, une plateforme à laquelle toutes les organisations ont adhéré. Le premier point, c'est œuvrer sans délai pour une transition politique légitime et souveraine. Seule exigence pour mobiliser notre intelligence collective dans un pacte républicain victorieux contre le terrorisme, de reconstruction donc de la paix, fortifier la cohésion sociale et jeter les bases de la réconciliation dans la rédemption. Donc vous voyez, le premier point de la plateforme d'action, c'est que nous souhaitons que la transition soit une véritable transition légitime. Il faut qu'elle soit inclusive, que tout le monde soit associé.
Donc, à la différence, j'ai lu les points. Maintenant, je lis les points. C'est pour ça que je dis. Allons-y. Parce que quand on écoute ceux de la semaine dernière, ils veulent une transition aussi légitime. Hein. Ils la veulent plus arrimée sur les aspirations des peuples. Et pour eux, ça passe par la mise à plat des institutions et la relecture de la charte. Eux, ils sont allés frontalement. Voilà, ce que nous voulons, c'est que les organes de la transition reposent le débat des institutions de la transition et qu'on en discute avec tous les acteurs pour faire en sorte que les institutions de la transition soient des institutions dans lesquelles tout le monde est associé. Vous voyez, même en 2014, la transition de 2014, mais le CDP était membre des organes de la transition. Le CDP était au gouvernement. Le CDP était au CNT. Personne n'a été exclu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez vu que la transition de 2014, elle a réussi sa mission. Même lorsqu'il y a eu de coups d'État. Mais vous avez vu comment le peuple s'est soulevé et s'est dressé contre le coup d'État. Parce que cette transition était légitime. Le peuple s'était approprié cette transition. Toutes les composantes de la société ont été prises en compte dans cette transition. Si bien que lorsque les gens ont tenté d'interrompre le processus de la transition, le peuple s'est dressé comme un seul homme pour faire échec. Mais aujourd'hui, si vous décidez de faire une transition dans laquelle vous n'associez pas les différents acteurs, si cela arrive, vous pensez que le peuple va se dresser? Et c'est pour ça que nous nous interpellons, parce que nous voulons éviter, parce qu'un autre coup d'État dans ce pays, ça sera catastrophique pour nous. Ça sera catastrophique. Et si vous êtes avisés, il faut attirer l'attention des gens là-dessus. N'allez pas droit dans le mur. Si nous avons encore la possibilité donc de rectifier le tir, il faut le faire à temps. Pépé Yen, quand on écoute, c'est très intéressant. Oui. Parce que on a deux transitions. Mais on a une transition qui vient après une insurrection. Celle-là, c'est un coup d'État. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de prendre en compte un certain nombre d'éléments parce qu'on n'est pas dans le même contexte? Oui, un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire... Tout à l'heure, on a Maître qui évoquait l'ancienne transition. Oui. Mais l'ancienne transition vient après une insurrection. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait un coup d'État. Aujourd'hui, on a une transition après un coup d'État. Ils auraient choisi de faire un régime d'exception. Le débat ne se posait pas. Mais ils ont choisi d'aller vers une transition ouverte, avec une alliance, comment on appelle, l'ALT qui est mise en place. Donc à partir du moment, c'est un choix qu'ils ont fait. Et ce choix-là, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas le faire à mi-chemin. Si vous faites un régime d'exception et vous assumez, et vous conduisez effectivement votre coup d'État, seul, en ce moment-là, personne ne va se plaindre. On va vous observer. D'accord, j'ai vu la question. Hein. Oui, maintenant, la question que je me pose là, est-ce que dès le départ, il n'y a pas eu des organisations politiques qui se sont auto-exclues? D'accord. Moi, c'est la question que je me pose. Des organisations politiques qui se sont auto-exclues? Oui, c'est-à-dire qui ont peut-être refusé, dès le début, qui se sont braqués et refusé de participer aux organes de la transition. Je me pose un peu cette question. Voilà. Pas du tout. À ma connaissance, c'est eux qui ont décidé de ne pas travailler avec les organisations politiques. Parce que je me demande, est-ce que les partis politiques qui étaient au pouvoir n'ont pas été invités à participer aux instances de la transition? Ils ont participé. Et ils ont refusé. On va laisser Yann terminer. Voilà, parce que je me pose... Oui, si je l'ai dit, bon, peut-être que mon information n'est pas fondée, mais je pense avoir eu l'information quelque part que... Et je pense qu'il y a eu des partis, les partis les plus dominants qui animaient le pouvoir MPP, qui ont été invités à participer aux instances de la transition. Et ils ont refusé, ils disent non, ils préfèrent se mettre de côté. Et ils n'ont pas proposé des gens tels que le mode de désignation, c'est-à-dire c'est effectué, où on a donné des quotas un peu partout. J'ai cette information, mais peut-être qu'elle n'est pas fondée. C'est pour ça que j'ai posé la question, pour savoir est-ce que ce que j'ai eu confirmation, elle est fondée ou elle n'est pas fondée. Voilà. En tout cas, donc, on le laisse terminer. Oui, voilà. Et là, ici, on se retrouve dans deux contextes différents, comme vous l'avez constaté. Une transition issue d'une insurrection populaire qui a eu une démarche inclusive, comme vous l'avez dit. Et ici, on est dans un autre contexte où c'est un coup de force militaire qui a renversé ici un pouvoir ici d'une élection. Voilà, au regard donc de la situation qui prévalait, voilà, la situation d'insécurité dans laquelle on était, ou du moins l'impasse dans laquelle on se trouvait presque. Voilà. Donc, et du coup, ici, ça fait ici deux façons d'arriver au pouvoir ici, totalement bien distinctes. Voilà. Et ici, il s'agit d'un régime prétorien.
Mais sur la transition, d'abord, même si c'est un militaire qui a pris le pouvoir, mais c'était une transition civile, même s'il y avait eu des militaires. Donc, de sorte que, ici, c'est-à-dire c'était plus facile de faire l'inclusion. Voilà. Et aujourd'hui, on a ici un régime prétorien où des militaires ont pris le pouvoir et maintenant qui veulent assurer une transition. Voilà. Et en essayant d'associer ici certains acteurs. Donc, du coup, on se retrouve dans la même démarche, mais avec des acteurs différents cette fois-ci. Donc, c'est là où, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une sorte de complexité du problème tel qu'il le pose. Mais moi, j'ai toujours dit, s'il y a véritablement une démarche inclusive, voilà, dans la mesure où, ici, il s'agit de là, et semble-t-il que la promesse a été faite à la CEDEAO, s'il y a une démarche inclusive au niveau de la gestion de cette transition, ça peut éviter ici la situation de polarisation extrême dans laquelle nous sommes en train de partir. Voilà. Donc, je peux comprendre que ici, ce régime est dirigé ici par un esprit martial. Ça, il faut le dire. Voilà, les contextes sont différents. Voilà. Et quand vous voyez même, j'ai souligné la dernière fois, le déficit de communication. Voilà. Et parce que c'est quoi? C'est des gens qui sont d'une culture du secret. Voilà, le culte du secret. Et ça se répercute sur le mode de gestion de cette transition. Bon, alors qu'en politique, c'est la communication. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec deux acteurs qui ont deux approches totalement différentes au regard de la façon que ces acteurs sont arrivés au pouvoir. Vous vouliez réagir? Vous avez le temps maintenant. Bon, je pense qu'on parle tous plus ou moins le même langage aujourd'hui. On a malheureusement, effectivement, un régime, comme il a si bien dit, qui communique peu. Mais je voudrais encore revenir sur un autre des objectifs, donc... du Front patriotique. Vous savez qu'actuellement, on parle également du passage donc, à la Ve République. Et qu'à l'issue de cette transition, il y aura une nouvelle constitution qui sera écrite et qui sera proposée au peuple burkinabé. Mais jusque-là, la classe politique, les organisations de la société civile, personne n'est associé à la réflexion sur l'écriture de cette nouvelle constitution. Je pense même que la majorité du peuple burkinabé n'est même pas au courant qu'il y a un projet de nouvelle constitution qui se prépare. Alors, l'un des objectifs du Front patriotique, c'est de dire, attention, il est temps qu'on commence à se réunir, qu'on commence à réfléchir, pour qu'au moment venu, on puisse être une véritable force de proposition, pour proposer donc un schéma qui puisse donc permettre au pays d'être sur un processus démocratique périn et durable qui va nous permettre d'avoir des institutions fortes. Parce que, quand vous regardez de 1960 à aujourd'hui, ça fait combien de fois que le processus est toujours interrompu et que les militaires arrivent au pouvoir? Il nous faut aller vers une véritable réflexion pour d'abord définir donc les raisons. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce problème-là? Et qu'est-ce qu'on propose, nous, afin de pouvoir faire en sorte qu'on puisse donc avoir des rails, pour être sûr que le nouveau train que nous allons mettre en marche ne va plus dérailler. Donc voilà un des objectifs du Front patriotique, c'est de dire qu'il nous faut déjà commencer à réfléchir et à mobiliser toutes les intelligences de ce pays pour qu'au moment venu, on puisse faire des propositions. Comme nous voyons bien qu'ils sont dans une démarche d'exclusion, une démarche dans laquelle ils n'associent pas véritablement donc les acteurs, écoutez, les acteurs que nous sommes, nous avons donc décidé déjà de dévancer les choses et de commencer effectivement à réfléchir pour qu'au moment venu, on puisse donc avoir à proposer donc des choses sérieuses pour ce Burkina Faso. Et je pense que si celui qui aime son pays, celui qui aime le Burkina Faso, ne peut pas s'inscrire dans une logique d'exclusion. Nous avons tellement d'intelligence qu'il faille forcément associer tout ce monde-là pour être sûr qu'on ne va pas se tromper. Dernière question vous concernant. Je pense qu'il y a, en termes d'activités préparées, il y a une commémoration, celle d'un autre coup d'État. C'est bien ça qui est prévu. Mais pourquoi quel est le symbole? Le symbole, c'est que nous voulons qu'il n'y ait plus de coup d'État au Burkina Faso. Donc, il faille nécessairement qu'à cette commémoration-là, parce qu'en 2015, on a réussi à faire échec au coup d'État. Donc, il nous faut remémorer et raviver donc les questions, et puis pouvoir poser les questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des coups d'État au Burkina Faso jusqu'à aujourd'hui, et comment on fait pour qu'il n'y ait plus jamais de coup d'État? Et ça, je pense que c'est important pour tout le monde. Je ne pense pas que le peuple burkinabé, même les militaires, je ne pense pas qu'ils souhaitent avoir des instructions de façon indéfinie sur la scène politique. Donc, voilà pourquoi cette date-là, elle est pour nous une date symbolique.
Tout comme d'ailleurs la date du 4 août a été symbolique, c'est pourquoi nous avons donc choisi la date du 4 août pour lancer le Front patriotique. Et donc la date, effectivement, donc l'échec donc, du coup d'État, ça va nous permettre en fait donc d'amener tout le monde à la réflexion et qu'ensemble on se dise mais finalement comment on fait pour avoir des institutions fortes, pérennes et démocratiques, de telle sorte qu'on n'ait plus donc à revivre donc l'expérience des coups d'État au Burkina Faso. Pépin, pour terminer, Yen, oui. Quand on regarde, c'est vrai que là on est dans un genre de polarisation, de crispation. Est-ce qu'on peut en sortir quand vous regardez, ce sera comment? Parce que le problème qui est posé, c'est l'inclusion. Aujourd'hui, on a des institutions qui sont déjà, dont la composition est déjà connue et tout. Comment on en sort? Oui, mais là aussi, ce que j'ai douté à travers l'intervention de Maître Ampouras, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de suspicion des prétoriens vis-à-vis ici d'une certaine classe politique. J'ai l'impression, quand je vois. Et donc, cette méfiance, c'est comme une sorte de méfiance. Voilà, parce qu'on est en politique. Voilà ici des gens qu'on vient de renverser. Et si on les approche vers nous, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il ne peut pas faire la conspiration pour faire la subversion? Donc, je sens un peu peut-être cette méfiance vis-à-vis ici de ceux, c'est-à-dire qu'on vient de mettre de côté au niveau de la gestion du pouvoir politique. Voilà, maintenant, moi, ce que je vois aujourd'hui, je me rends compte que nous sommes dans une dialectique négative. Une dialectique négative, en ce sens que... Entretenue par les deux partis ou... Oui, une dialectique négative, en ce sens que quand j'analyse la scène aujourd'hui, et je parlais tout de suite de la polarisation de la scène, on voit ici un régime militaire qui est au pouvoir et qui est soutenu, parce que le soutien est ouvert, par ici le CDP, l'ancien parti au pouvoir, qui soutiennent ouvertement, c'est-à-dire que le régime de la transition. Et on voit ici le régime MPP déchu, et on voit que ici certains acteurs clés ont formé un front patriotique pour faire face ici au régime prétorien en place. Donc du coup, on se retrouve dans une sorte de mouvement de retour en arrière avant les élections de 2014, où c'était les deux tendances qui étaient sur la scène, et le choc des tendances a entraîné ici, ça dit que la chute du régime Compaoré et l'instauration de la transition. Donc pour moi, ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est de faire un dépassement de situation. Ce dépassement de situation impose ici que le pouvoir militaire puisse ici travailler ici à construire un leadership de recomposition. Il faut travailler à construire un leadership de recomposition et travailler aussi à ne pas poser des actes qui peuvent relever d'une certaine suspicion, des actes qui peuvent donner l'opportunité ici de qualifier ces actes de tendancieux. Parce qu'aujourd'hui, le dernier rempart, c'est l'armée. C'est l'armée. Et si l'armée échoue, je me demande ce qui va bien se passer dans ce pays. Et donc, du coup, ce pouvoir militaire a une mission historique à réaliser. Une mission historique. Si je prends le cas du gouvernement militaire provisoire sous la Mizana, les militaires ont joué le rôle d'arbitre. Les militaires sont venus au secours de la démocratie et ils se sont mis au-dessus de la mêlée pour faire ce qu'on appelle le redressement économique et remettre le pays sur le chemin de la démocratie. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est cette mission historique que le pouvoir militaire doit travailler ici, à nous amener à dépasser une contradiction qui ne fait que se perpétuer. Voilà, ce ne fait que se perpétuer et qui ne fait que créer ici des pôles qui se radicalisent et qui ne facilitent pas ici la bonne marche donc, de cette transition, surtout que nous sommes aujourd'hui dans une situation d'insécurité chronique et le premier défi qu'il va falloir relever. Donc voilà un peu ce que je dois dire. Et ce qu'on va espérer, c'est que bon, petit à petit, on pose la balle à terre et que ça se parle et qu'on brise la glace. Je pense que c'est ça le plus important. En tout cas, et qu'il y ait un dialogue entre les acteurs. Entre les acteurs, voilà, c'est bien pour cela. qu'on puisse dépasser une situation. On aura en tout cas, au regard de l'évolution de cette actualité-là, à vous recevoir et puis toujours approfondir le sujet. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Olé Pépin Yen, je rappelle que vous êtes sociopolitologue au CNRST. Merci d'être passé. Okay, merci aussi à vous aussi, Ambroise Farama, président de l'Organisation des peuples africains du Burkina, au PABF et membre du Front patriotique. Je pensais que j'avais un mot de clôture à donner. J'avais dit que c'était ma dernière question. Je vous le permets. Je vous le permets. Non, bon, en fait, c'est juste pour dire que, vous voyez, dans ce Front patriotique, il n'y a pas que seulement l'ancienne majorité
Et donc la question de la suspicion, si légitime soit-elle, elle peut s'exprimer à l'égard des partis membres de l'ancienne majorité. Mais et les autres partis qui n'étaient pas membres de l'ancienne majorité, les autres partis qui étaient de l'opposition, y a-t-il une légitime suspicion également à leur égard? Je pense que non. Et c'est le choix véritablement du pouvoir actuel de ne pas du tout associer donc la classe politique qui est un mauvais choix. C'est une erreur, il faut le leur dire clairement et qu'il faut les rappeler effectivement à la raison, si tant est que leur volonté est de travailler dans l'intérêt du peuple burkinabé pour asseoir la paix et la stabilité de façon durable. Mais si leur volonté, bien entendu, c'est de travailler à restaurer l'ordre ancien du CDP, nous comprenons légitimement pourquoi les autres acteurs politiques sont exclus. Encore, merci Maître Farama, merci Dr Yen. À vous, merci. On poursuit donc ce JDS avec notre rubrique, c'est celle société. Tam-Tam, groupe presse en collaboration avec le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, a procédé au lancement de l'opération Coup de cœur pour les PDI et cela s'est tenu toute la journée du samedi 6 août dernier à la Maison du Peuple. Ils étaient nombreux à y faire le déplacement pour faire parler leur cœur à l'endroit des personnes déplacées internes. Nous revenons sur cette opération et son point avant de recevoir notamment les initiateurs. Il est 8h45 ici à la Maison du Peuple de Ouagadougou ce samedi. Munis de sacs de vêtements ou de chaussures, de vivres, de jus et bien d'autres, de nombreuses personnes sensibles à l'appel coup de cœur pour les personnes déplacées internes, initié par Tam-Tam Group Press, ont fait le déplacement. Lorsque nous avons vu la publicité à la télé, c'est là que nous avons décidé de prendre part à l'activité. Et nous remercions vraiment le promoteur de cette activité-là. Et nous sommes de tout cœur avec lui, raison pour laquelle nous avons effectué le déplacement pour participer à l'événement. Pour ce que je veux, c'est ce que j'ai pu amener, habits des femmes et puis les pantalons pour les garçons. Donc, je viens pour faire mon contribution. Puis, ce sont des gens qui nous fuient laisser leurs habits, leur matériel, on ne va pas autrement. On n'a pas souhaité, mais comme ça a été quelque chose de brusque. Donc, c'est Dieu seulement qui peut nous aider pour ça. Quand nous avons entendu l'annonce de Watt FM à travers les médias, Tri TV et puis la radio, nous avons jugé nécessaire de donner notre contribution à ces personnes démunies. Et je pense que c'est un geste et tout être humain a besoin de quoi se nourrir ou de se vertir. Donc je pense que nous avons apporté des vêtements, des habits et pour les personnes nécessiteuses. Venir en aide à son prochain en ces moments de crise humanitaire auxquels sont confrontés les Burkinabés, c'est la vision du district 403A3 du Lions Club International qui a également fait le déplacement de la Maison du Peuple avec en main plusieurs tonnes de vivres composées de riz, de maïs, de farine et bien d'autres. Ce matin, les Lions du Burkina sont venus manifester en réalité leur solidarité avec les personnes déplacées internes à travers ces dons en vivres. Et vous savez, cette année, notre gouverneur a dit de servir dans la joie. Et notre président international a ajouté en disant qu'ensemble nous pouvons. Donc les Lions du Burkina sont venus ce matin pour dire qu'ensemble nous servons dans la joie. Ensemble nous partageons cette joie-là que nous avons avec nos semblables, avec les personnes déplacées internes. Et aussi nous prions pour que les choses s'arrangent dans le pays, que la stabilité et la paix reviennent, afin que ces personnes déplacées internes retrouvent leur localité d'origine et vivent dans la joie également. Coup de cœur pour les personnes déplacées internes est un projet de Tam-Tam Group Press en partenariat avec le ministère en charge de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire. Si tout le monde pense comme Tam-Tam Group Press, je pense que le Burkina se porterait encore mieux. Chaque jour, nous devons penser à être solidaires des PDI, solidaires des personnes vulnérables, solidaires avec tous ceux qui nous entourent. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont donné, sans compter, qui ont laissé parler leur cœur et qui ont rendu cette journée vraiment historique. Cette solidarité ne s'arrête pas simplement à la journée d'aujourd'hui. Elle peut se poursuivre pour ceux qui veulent. En ce moment, c'est directement au niveau des structures déconcentrées du ministère de l'Action humanitaire, et que ce soit en province, que ce soit même ici à Ouagadougou.
Donc c'est vraiment déjà dire merci à certains partenaires, à certains donateurs qui ont laissé vraiment parler leur cœur. On invite aussi ceux qui ont reçu ce message et qui voudraient le faire à le faire. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. La situation sécuritaire au Burkina Faso a engendré près de 2 millions de personnes déplacées internes qui ont été contraintes de tout abandonner afin de préserver leur vie. Tous les Burkinabés sont donc invités à faire un geste pour venir en aide à ces personnes déplacées internes. Une initiative donc de Tam Tam Group Presse en collaboration avec le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire. Nous sommes justement avec le directeur général de TGP, Tam Tam Group Presse. Bonsoir Yermalé Somé-Frédéric. Bonsoir M. Va. C'est un plaisir de vous avoir. Et on dit aussi bonsoir à Stéphane Tiendré-Beogo. Il est le directeur des finances et de la comptabilité du Fonds national de la solidarité et de la résilience sociale. Bonsoir. Bonsoir M. Va. On a vu ces images, elles parlent déjà d'elles-mêmes, avec le déplacement de personnes de tout genre venues à la Maison du Peuple pour faire parler leur cœur. Qu'est-ce que ça vous a fait déjà? Et puis qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, beaucoup de choses m'ont marqué. Beaucoup de choses. Quand nous étions à la maison du peuple, de voir des gens qui viennent en moto, en tricycle, en voiture, direction vers la tente, et puis les uns et les autres, sans vraiment de protocole, cherchent à décharger leur coffre. Et tout de suite là, on les oriente. Elles vont faire, pour ceux qui ont des dons aussi en espèces, on les oriente vers les différents guichets et qui le font parfaitement. Alors, j'ai été marqué, j'ai vu des enfants porter le balichon, on va dire, pour finir le remettre. Ça m'a touché. J'ai vu aussi d'autres parents qui sont venus dire, en fait, ce sont les enfants qui ont vu et qui ont dit, papa, il faut contribuer pour nous. Ça m'a marqué. J'ai vu une femme venir apporter des spatules. Après, je me suis dit, mais en fait, le maïs et toute la farine qu'on donne, on n'y prête pas toujours attention. Parce qu'après, il faut les cuire. Mais là, c'était vraiment... Elle était déjà dans son rôle, elle était déjà en train de cuire ses vivres. Et donc, elle a apporté des spatules. C'était très symbolique, c'était très fort, c'était très poignant, c'était très touchant, ce qu'elle a fait. Il y a aussi... cette dame qui est arrivée, pendant qu'on était assis, ça c'est un peu vers l'après-midi, on attendait le ministre, l'arrivée du ministre, et on l'a vu venir vraiment faire son geste de façon modeste. Allah, ça nous a marqué, ça nous a touché, on a applaudi la dame, et puis elle a repris sa monture et elle est partie. J'ai vu des Burkinabés faire le don avec le cœur. Et il y a un qui m'a dit, ça fait 2 ans qu'il détient ces balichons, il cherchait une occasion pour pouvoir remettre. Mais bon, tout de suite quand il a vu notre publicité, notre campagne, il s'est dit, ah, c'est le moment. Et il est venu faire le don. Quand à la fin, on a vu tout ça, j'ai dit, donc, tout ça était avec les gens. Ils n'attendaient qu'on leur demande de venir le faire. Et ça m'a marqué. J'ai vu des Burkinabés vraiment fiers d'aider d'autres Burkinabés. Et c'est ce que je retiens. On a de quoi être fiers d'être Burkinabés. Et donc c'était on va dire du matin jusqu'à 17h en gros, et ça continue encore de venir alors qu'on est en train de faire le point. Et je peux te dire que même avant de monter à cette émission, j'ai reçu des coups de fil d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles étaient là-bas. J'ai dit non, c'est pas un problème. Demain, nous allons prendre attache avec vous et puis vous allez pouvoir faire votre don. Je vais revenir vers Tiendré-Beogo. Est-ce qu'on peut rappeler déjà le point qu'on a pu faire, parce que vous qui la mise en place technique, c'est vous qui vous en occupiez. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée en termes de dons? C'est bon de rappeler. Bien, en termes de dons, on va considérer les chiffres qu'on a arrêtés avec l'huissier, puisque le dispositif qu'on a mis en place, c'était véritablement avec un huissier pour assurer la certification des données de la collecte. Donc, en termes de données chiffrées, nous avons à la fin de la journée arrêté 3 480 167 francs. Ça, c'est les espèces. Les espèces. Et là, on peut aussi les répartir parce qu'il y a eu ceux qui sont venus sur place et qui ont donné l'argent
soit contre une quittance, soit ceux qui ont mis directement dans les urnes, puisqu'il y avait des urnes de solidarité qu'on a placées pour ceux qui voulaient l'anonymat. Donc ça, en gros, nous avons eu 2 45 600 francs. Et ceux qui ont contribué via les numéros mobile money qu'on avait communiqués, là, nous avons collecté 1 435 567 francs. Il faut dire que les 2 millions sur place qu'on a collectés, le montant, les contributions allaient de 100 francs à 500 000. Les 100 francs, je pense, quand vous avez posé la question à DG et qu'il était en train de réagir, ça m'a fait penser à la dame, effectivement, qui est venue à taxi. La dame est venue en taxi et elle est venue, c'est 2 pièces de 50 francs qu'elle avait. Et elle a préféré aller mettre ça dans l'anonymat, dans l'urne. Et ça veut dire que c'est comme on dit, elle a donné du cœur, elle a donné de son tout en réalité. Parce que quand on la voit, on sent qu'elle-même elle est démunie, elle est dans le besoin, mais elle a trouvé qu'il fallait qu'elle réponde à cet appel-là. Et elle est venue avec ses 100 francs qu'elle a mis dans l'urne. Donc, ça c'était donc en parlant des espèces. En parlant des dons en nature, au terme de la journée, nous avions plus de 500 lots de vêtements. Et autres, puisque les ustensiles dont le DG parlait, voilà, tout ça, ça faisait partie. Et 3,2 tonnes de riz, 3,67 tonnes de maïs, dont 1 tonne de farine. Donc c'est un peu grosso modo ce qui a été collecté au terme de la journée et arrêté bien sûr avec l'huissier, parce que quand bien même on a fait l'arrêté, avant de partir, il y avait toujours des gens qui continuaient à venir avec leurs dons en nature. Et de l'argent aussi, on a continué à recevoir. Je sais qu'on a eu plus de 60 000 sur place encore avant de partir. Et tout à l'heure, je communiquais avec le collègue qui suit la collecte en ligne. Et il a dit que même aujourd'hui, il y avait toujours des dépôts qu'il enregistrait. D'accord. Maintenant, c'est vrai que pour les Burkinabés, il y a le geste qui est fait. Maintenant, il y a l'autre enjeu. C'est que ça atteigne vraiment ces PDI-là et qu'il y ait une assurance dans la dynamique de dispatching après. Et là-dessus, vous l'assurez? Oui. Déjà, il faut dire que la première assurance qu'on avait voulu prendre, c'était déjà la présence de l'huissier pour certifier que ce que nous avons reçu et tout ce que les gens ont collecté est validé. Ça, c'était la première assurance. Ça veut dire que du fait de cette certification, Tam Tam Group Presse et tous les autres contributeurs savent ce que le ministère a pu recevoir. Et dans notre dispositif, nous permettons à tous ceux qui veulent de se présenter de temps à autre pour voir qu'est-ce qui est fait avec les ressources qu'ils donnent. Et, par exemple, chez nous, au Fonds national de solidarité, par exemple, c'est une structure de l'État, c'est un fonds, et dans notre fonctionnement, vous avez des contrôles permanents des structures de l'État, mais nous avons même des contrôles des structures privées. Nous avons carrément même un commissaire aux comptes qui nous audite et qui doit certifier nos comptes. Je m'amusais à dire en fait à l'huissier hier, j'ai dit le point que nous sommes en train de faire avec les quittances que nous avons tirées, c'est-à-dire que ça nous lie parce que si ça n'a pas été reversé dans notre compte, le commissaire au compte, quand il viendra, il prendra les souches de quittance et quand il fera le point, il verra qu'il y a un écart et donc il va nous demander de répondre. C'est donc dire que on ne court même pas, il y a même l'idée ne nous vient même pas à l'esprit de faire un autre usage de ce don-là. Maintenant, ce qui est donné en nature, le CONACHU déjà a entreposé ça dès hier déjà dans leur magasin et il y a un travail qui va être fait, un travail de dispatching qui va être fait en collaboration avec les structures déconcentrées du ministère. Et là, comme on l'a dit, il y a toujours des moyens de vérifier où les dons sont parvenus.
D'accord. Et c'est vrai que j'ai commencé par le DG Yermalé. J'ai demandé quelle a été son impression. Vous avez l'habitude de cette collecte-là. Maintenant, il y a particulièrement ce que le TGP a pu lancer. De ce que vous avez l'habitude de voir, qu'est-ce que vous pensez de ce que le TGP a fait? Déjà, ce que nous, au niveau du ministère, nous notons, c'est une initiative privée, première du genre. Okay. Ça, c'est à saluer. Et comme j'ai eu l'occasion aussi sur le plateau hier de le dire, nous espérons que cette initiative va être un déclic au niveau d'autres structures qui ont aussi la capacité de réagir favorablement en matière de solidarité, de véritablement peut-être prendre aussi d'autres initiatives qui peuvent être des campagnes comme ce qui a été fait, ou peut-être juste leurs dons qui peuvent nous parvenir à tout moment. Je le disais hier sur le plateau, le Fonds national de solidarité, donc le ministère de la solidarité dans son ensemble, à travers donc le Fonds national de solidarité, a vocation à recevoir les dons adressés à toutes les personnes vulnérables en général, mais aussi au PDI, comme cela a été fait hier. J'ai donné l'assurance que tout ce qui a été collecté hier, à partir du moment où c'est dit que c'est pour les PDI, à notre niveau, c'est verrouillé, aucun autre usage ne peut en être fait. C'est-à-dire que quand vous allez venir pour voir qu'est-ce que les ressources qui ont été collectées, à quoi ça a servi, vers qui c'est allé, vous allez vous rendre compte que ça n'a servi qu'à prendre en charge des personnes déplacées internes. Yermalé, quand on a vu l'élément, il y avait, moi j'ai beaucoup d'émotions, il y a tellement de choses que je garde encore en tête de la journée du samedi. Il y a la spontanéité, c'est dire que les gens sont venus d'eux-mêmes, parce qu'il y a une campagne aussi sur laquelle nous avons travaillé et des gens qui ont adhéré. Mais ça n'a pas été forcément facile, hein. Il y en a qui sont venus avec des sportifs, avec des personnes, des célébrités de notre monde de la culture. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile et j'avoue que personnellement j'avais des appréhensions parce que je me suis dit nous sommes comparables un peu à ce chasseur qui va à la chasse mais qui ne sait pas quel gibier, quel type de gibier il va rapporter. Est-ce que c'est un petit gibier, c'est un gros gibier? Mais il sait qu'il va rapporter quelque chose. Mais il souhaite rapporter gros. Si vous me posez la question, est-ce que nous avons rapporté gros? Je dirais oui. Hier, nous avons rapporté gros. Et c'est l'occasion pour moi ici de dire vraiment merci à toutes ces célébrités qui sont venues, qui ont fait la campagne, qui nous ont aidés à faire la campagne en faisant passer des messages, mais aussi qui sont venus sur le terrain faire leurs dons. D'autres ont pu le faire via les paiements électroniques, mais d'autres aussi étaient, parce que je précise aussi que l'émission était en direct aussi, à un moment donné, la cérémonie d'ouverture était en direct sur True TV et Watt FM. Et donc, il y a d'autres qui étaient déjà sur le plateau pour animer, et notamment, je pense que le directeur financier du fonds était aussi sur le plateau pour déjà animer et appeler d'autres personnes à venir, à faire le déplacement à la maison du peuple pour venir faire leurs dons. Je me souviens, il y a un ami qui dit, bon, lui suivait ça en direct sur son téléphone, et puis là, il s'est souvenu que, bon, ah oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui samedi qu'il doit venir faire le don, et il est venu là-bas. Et donc, on regardait ça souvent à travers nos téléphones pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé au studio. Voilà. Donc, pour dire vraiment, la moisson d'hier samedi, vraiment, a été très bonne. Et je dis vraiment merci à tous ces Burkinabés qui ont donné, qui ont laissé parler leur cœur. Et je sais qu'il y a beaucoup, j'ai eu plein d'appels encore aujourd'hui, qui continuent et qui veulent toujours donner, faire leurs dons. Et je pense que le ministère a pris les dispositions pour... ne serait-ce que mettre un petit comité à la maison du peuple, parce que c'est quand même facile d'accès. C'est une zone de carrefour. Donc, voilà, pour recevoir les différents dons des uns et des autres et pouvoir les transmettre aux personnes déplacées internes. Franchement, je dis merci aux Burkinabés. Merci à toutes ces bonnes volontés qui sont venues s'exprimer hier. C'est cela. Et ce qu'on a compris, c'était le message aussi, on n'attend pas d'avoir beaucoup pour partager. Oui. Parce que ceux qu'on a vus qui sont venus à la maison du peuple, ce pas des personnes riches, mais c'est des personnes qui sont sensibles à ce qui se passe au Burkina et à l'endroit de leurs parents. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont arrivés, accompagnés de leurs parents. Ça m'a marqué. Ouais. Vous dites que ça ne s'achève pas, c'est clair. Moi, je vais permettre déjà au ministère de permettre aussi à ceux qui regardent, parce qu'ils n'ont pas pu peut-être venir samedi, mais les rassurer que
il y a toujours un dispositif, il y a toujours une facilité pour eux de pouvoir contribuer. Parce que la souffrance là ne s'arrête pas à celle des Burkinabés qui ont fui leur zone du fait de la sécurité. Et donc les contributions aussi ne devraient pas s'arrêter. Bien. Avant de répondre à votre question, je voulais rebondir sur un peu ce que le DG disait tout à l'heure. Il dit nous avons rapporté gros, mais moi, au-delà de ce que nous avons eu de façon quantitative, j'ai envie de dire qu'on a moissonné des cœurs. Parce qu'en réalité, c'est aussi ça. Aujourd'hui, voir que des gens spontanément se lèvent pour venir contribuer à la solidarité, voir des gens qui sont même quasiment démunis, c'est-à-dire eux-mêmes en arrivant, on sent qu'eux-mêmes sont dans le besoin et ils viennent contribuer. Ça veut dire que c'est des cœurs qu'on a moissonnés. Et là, j'ai envie de dire chapeau véritablement à Tam Tam Group Press, parce que toute la campagne médiatique qui a été faite, ça était en même temps une culture de solidarité, donc la promotion de la culture de la solidarité qu'on a eu à développer au niveau de l'État. Je pense que ça va être un déclic pour que nous, au niveau du ministère de la Solidarité, nous continuions peut-être nous ayons plus d'entrée de ressources. Et là, ça me permet maintenant de revenir à votre question, qui est de savoir s'il y a un dispositif permanent de collecte. Je vous ai même dit que le Fonds national de solidarité, son objet premier même, c'est cela. Faire collecter les ressources extraordinaires. Je dis extraordinaires parce qu'il y a l'État qui nous donne des ressources. Ça, c'est pour notre fonctionnement et pour aider les personnes vulnérables. Je mets ça sur le compte des ressources ordinaires. Mais nous avons vocation à collecter des ressources issus de l'élan de solidarité nationale et internationale afin d'appuyer véritablement la prise en charge des personnes vulnérables en général et des situations spécifiques comme les déplacements de population. Et là, nous avons les numéros qui ont été communiqués pendant toute la campagne. Il y a le numéro Orange, il y a le numéro Mobicash, il y a le numéro Coris, mais nous avons aussi des numéros de compte bancaires qui sont le Trésor, on a des comptes dans les banques privées comme Coris, comme UBA, comme Vista Bank et Aura Bank également. Et nous allons continuer parce que le partenariat, le fait d'ouvrir dans des banques privées, on prend l'autorisation spécifique du ministère des Finances. Parce que dans le principe, les structures de l'État ne doivent pas avoir des comptes dans des banques privées, mais on nous autorise ça spécialement parce qu'ils se rendent compte que c'est des outils de collecte, des outils de mobilisation de ressources et ça facilite. Avec même UBA, il y a un dispositif qui est en train d'être mis en place qui est appelé Instant Bill Pay. Ça va permettre à tout le monde, à travers le monde entier, de contribuer facilement, en tout cas dans les caisses du Fonds national de solidarité et de résilience sociale. DG, oui, c'est une première, hein? C'est qu'il y a une suite. Alors, je dirais oui, il y a une suite. On espère. Non, si, il y a une suite parce que tant que ça va rester ainsi, on sera obligé d'être solidaire. Et nous avons moissonné des cœurs, comme il a dit, et je pense qu'il y a de quoi être fier et de continuer. Mais au fond, s'il n'y a plus de suite demain, ça veut dire que la situation sécuritaire est réglée. Et là, je fais une mention spéciale à nos forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour au prix de leur vie pour nous apporter la sécurité. Et gageons que cela soit vraiment dans des brefs délais, pour que les uns et les autres puissent retourner dans les villages. C'est ce que nous souhaitons. Merci bien. Yamale Soumé Frédéric, je rappelle que vous êtes le directeur général de Tam Tam Group Press, de TGP. Merci aussi à vous, Stéphane Tiedrebeogo, directeur des finances et de la comptabilité du Fonds national de la solidarité et de la résilience sociale. Il faut donc continuer de faire parler son cœur au-delà de cette campagne que nous avons lancée. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont dans des situations assez difficiles. D'ailleurs, allons à Panzani pour le constater dans ce reportage qui nous est proposé par Ibrahim Niénié. Nous sommes dans le quartier Panzani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Ce quartier, constitué d'habitations spontanées, communément appelées non lotis et loin de l'ambiance de la capitale, abrite plus de 1300 personnes déplacées internes.
Les premières personnes sont arrivées de Siligadji en juin 2019 à la suite des attaques terroristes et accueillies par El Hadj Abdelmoumin Sawadogo. Elles sont rejointes par la suite par d'autres personnes déplacées internes venues de Titao, de Déou et de Djibo. Quand vous êtes témoin des tueries autour de vous, vous ne pouvez pas rester. C'est pourquoi nous avons quitté nos villages pour venir ici. Nous étions logés dans une école juste à côté et quand les cours ont repris, nous avons cherché des maisons dans le non loti. Certains nous ont donné gratuitement et d'autres ont mis leur maison en location. Très vite, les déplacés internes sont confrontés à l'une des mesures du gouvernement, celle de ne pas accueillir des déplacés dans la capitale Ouagadougou. Ils en ont subi les conséquences, mais grâce au soutien de bonne volonté, ils arrivent à surmonter. 7 jours après notre arrivée ici, il nous a été demandé de retourner dans les sites d'accueil. Nous avons refusé parce que nous savons ce qui se passe dans ces localités comme Barsalgo et Foubé. Ils nous ont donc abandonnés, mais ils ne nous ont pas chassés. Ce sont les bonnes volontés qui nous soutiennent. Dès le lever du jour, les jeunes de cette communauté de déplacés rejoignent le centre-ville à la recherche de travail dans l'optique de subvenir à leurs besoins. Les plus âgés et les enfants restent sous ce hangar ici en image, offert par Abdelmoumin Sawadogo. Ce dernier a également mis des logements à la disposition de ces personnes. Tout était difficile au début. Ils n'avaient pas d'habits ni de quoi se nourrir. Nous nous sommes trouvés dans l'obligation de les soutenir. Certains bailleurs prennent de l'argent et d'autres ont fait à cause de Dieu. Malgré ces soutiens multiples, les déplacés connaissent des difficultés, notamment sur le plan alimentaire. Au menu ce 2 août dans le ménage de Kadidjata Soré, un seul repas. Ces feuilles, une fois bouillies, Kadidjata ne dispose que de sel pour assaisonner son repas de la journée. Hélas, ici, on mange une seule fois par jour. Nous allons bouillir ces feuilles, ajouter du sel et manger. Nous n'avons pas de farine de maïs pour ajouter. Nous ne pouvons pas manger le riz tous les jours parce que ça ne suffit même pas. Si on fait la cuisine ce midi, il n'y a rien le soir. Il faut attendre demain. L'autre problème qui se pose pour les déplacés internes, c'est la scolarisation des enfants. Avec l'accompagnement de bonne volonté, certains ont pu poursuivre leurs études. En ce début de mois d'août 2022, l'incertitude se lit déjà sur les visages de certains parents, car bientôt c'est la rentrée des classes. En attendant, les enfants apprennent à écrire et à dessiner au sol. Certaines écoles ont pris quelques enfants. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu payer leur scolarité. Certains ont pu payer pour quelques élèves seulement. Les déplacés internes de Panzani ne souhaitent pas continuer à tendre la main. Ils souhaitent être accompagnés pour mener des activités génératrices de revenus. C'est le cas de Fatimata Pezakou qui, douée dans la confection de vêtements, manque de matières premières pour lancer son entreprise. Je défais ce vieil habit pour tricoter un petit pour les enfants. Je n'ai pas de laine et je n'ai pas d'argent pour acheter. Si j'avais suffisamment de laine, j'aurais fait beaucoup d'habits pour vendre. Nous ne comptons que sur la bonne volonté. Mais si vous voulez toujours tendre la main pour vivre, ce n'est pas évident. Donc, il faut qu'on nous aide à trouver de quoi faire.
Longtemps délaissés par l'autorité politique qui refuse la présence de personnes déplacées internes dans la capitale, plus de 1300 PDI sont réfugiés ici à Panzani et fondent l'espoir d'être pris en compte dans le projet Coup de cœur pour les déplacés internes. C'est un projet de collecte de dons au profit des PDI lancé par Tam Tam Group Press et qui est prévu pour le 6 août prochain à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Campagne donc dont on vient de faire le point tout à l'heure et juste pour rappeler que ces PDI attendent que nous fassions parler notre cœur à leur endroit. Ceci dit, la dernière rubrique pour ce qui est de ce JDS, c'est le sport et c'est maintenant. Et dans cette rubrique sport, nous allons parler karaté-do. On va déjà aller pour un reportage puisque le Burkina Faso a abrité du 2 au 6 août le championnat d'Afrique des nations de la zone Ouest 2, ancienne région 3. Et il y avait quand même 74 athlètes pour ce qui est du Burkina Faso, dont 25 arbitres, avec 25 arbitres, 16 stagiaires, 16 coachs. On suit donc ce reportage et on va échanger sur ce plateau sur ce sujet. Le Ditanien n'aura pas cessé de résonner au Palais des Sports de Ouagadougou à l'occasion du 19e championnat d'Afrique de karaté de la zone Ouest 2. Les étalons qui n'entendaient point se laisser compter la compétition ont dominé les débats avec maestria. Rentré déçu du dernier championnat d'Afrique de karaté-do du Caire, Kabirou Dao n'a pas manqué le rendez-vous ouagalais. En finale des juniors moins de 61 kg, l'étalon en ceinture rouge n'a laissé aucune chance à son adversaire. Défait seulement au bout de 55 secondes sur le score de 8-0. Une performance qui ne laisse aucune place au doute quant à la valeur du sociétaire de Metba Club de Tenkodogo. J'ai travaillé 2 fois plus, j'ai monté, j'ai travaillé 2 fois plus, j'ai pu donner et aujourd'hui ça paye. Je n'ai même pas terminé les 2 minutes, à moins de 50 minutes j'avais déjà terminé au combat et j'étais champion. Vraiment je suis content d'avoir fait ma finale correctement comme je l'avais prévu. Après l'éclatante victoire de Kabirou Dao, le public a eu droit à une autre opposition de haut niveau. Le sempiternel duel entre Daouda Kader Traoré TDK et l'Ivoirien Aziz Kamagaté. Les deux hommes se connaissent suffisamment bien pour s'être déjà affrontés à 3 reprises avec autant de victoires pour TDK. Il va sans dire que l'occasion pour confirmer était belle pour le champion burkinabé des moins de 84 kg. Dans ce combat, TDK soutenu par un public acquis ne laisse aucune chance à Kamagaté. 8-0, sans commune mesure. 4e victoire d'affilée pour Daouda Kader Traoré sur Aziz Kamagaté. Alors, il faut dire que c'est des adversaires disons, lesquels on s'est déjà croisés plusieurs fois. C'est notre 3e rencontre comme ça. Et dans toutes les 3 rencontres, j'ai toujours remporté le combat. Donc psychologiquement déjà, j'avais une certaine avance sur lui. Alors j'ai essayé de mettre ça psychologiquement c'était stable, ce qui a permis de développer la technique face à lui, ce qui était donc bien bien. Il fallait que je reste vraiment stable pour pouvoir développer mes techniques et pouvoir l'emporter. Déchu de son titre de champion de la zone en 2019 à Abidjan, le Burkina Faso récupère sa place de locomotive du karaté de la sous-région. Le bilan à l'occasion de ce 19e championnat est éclatant. 16 médailles d'or, 16 d'argent et 36 de bronze, soit un total de 68 médailles. Pour le vice-président de la Fédération burkinabé de karaté-do, le satisfecit est total, d'autant plus que la compétition s'est tenue dans un contexte assez particulier. Le délai qui nous était imparti, c'était difficile. Il fallait mettre les bouchées, il fallait mettre des d'organisation, il fallait chercher les fonds, il fallait chercher les autorisations. En un mois, ce n'est pas évident. Vous savez dans quel contexte nous sommes dans ce pays. Donc ça veut dire que c'était un concept. Mais vu la carte de visite du président, vu l'aura du président, ça passe beaucoup de choses. Vous savez, quand vous attendez un nouveau bébé, quand il naît, il y a la joie dans la famille. Si on a pu trouver ce pari-là, ça veut dire qu'on a été fiers. Vous savez, dans les conditions, ça s'est passé, il y a eu des médailles, les enfants sont contents, c'est ça qui est l'essentiel. Après 3 années, dues notamment au Covid-19 et au désistement du Niger dans l'organisation, le championnat de la zone 2 Ouest a enfin pu se tenir. Pour les pays concernés, c'est une véritable aubaine qui leur est offerte afin de se préparer pour le championnat d'Afrique qui aura lieu en septembre prochain en Afrique du Sud.
Retour sur ce plateau pour la partie entretien. On reste sur le même sujet, karaté-do. On est avec Cornel Marie. Il est le directeur technique national de la Fédération nationale de karaté-do. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de vous recevoir. Je suis aussi avec un autre visage, celui du sport True TV. Somda, bonsoir. Bonsoir, Geoffroy. Bonsoir à tous les téléspectateurs de True TV, sans oublier les auditeurs de WattFM. Et il faut dire que Somda, quand on parle de karaté, il le maîtrise très bien. C'est pour ça qu'il est là avec nous. On va dire que le karaté-do se porte assez bien au Burkina, mais déjà il y a un challenge, c'est que vous récupérez in extremis une organisation, mais ça se passe quand même assez bien. Oui, c'était quand même un défi pour nous, parce que notre président de la fédération se trouve être le président de la région Ouest 2. Et lorsque le Niger a désisté, il fallait qu'il trouve une solution. C'est ça. Alors il a essayé de voir déjà avec les autres pays comme le Ghana et le Nigeria qui n'étaient pas prêts. En 1 mois et demi, pouvoir organiser une compétition pareille, c'était pas possible. Alors il ne fallait pas laisser donc l'année passer vite. Alors il a pris le challenge et il a décidé d'organiser la compétition à Ouagadougou. Et donc c'était vraiment un challenge qui est réussi pour nous, nous sommes fiers. Et puis 74 athlètes se sont bien comportés en général? Oui, nos athlètes se sont très bien comportés. C'est vraiment une première de participer avec autant d'athlètes. Et il fallait le faire parce que c'était chez nous ici. Et les questions de transport ne sont pas posées. Donc on a essayé d'occuper tous les tableaux. C'est pourquoi donc, on a eu 114 athlètes et qui se sont bien comportés dans l'ensemble. Oui, mais je pense que c'était l'occasion aussi de mettre toutes les chances de notre côté. Il ne faut pas oublier que anciennement, cette compétition s'appelait le Tikazone. Lors du Tikazone en 2017 qui s'est tenu à Cotonou, le Burkina était rentré premier. En 2018, le Burkina avait encore fini premier. Et le Burkina avait dû céder cette première place à la Côte d'Ivoire en 2019. Il fallait absolument récupérer donc cette place des leaders de la zone. Et je pense que les étalons n'y sont pas allés du dos de la cuillère. Ils ont fait fort. Quand on voit donc le tableau des médailles, 68 en tout, 16 médailles d'or, 16 médailles d'argent, 36 de bronze. Je ne sais pas si on a déjà fait une telle moisson. Je pense que si je ne m'abuse, c'est d'être la toute première fois qu'on va aussi fort et quand on est aussi sévère avec les adversaires. Et en même temps aussi, il n'y a pas que la compétition pure et dure, c'est-à-dire que le combat, il y a la question des passages de grade, par exemple pour les coachs, il y a eu des habits, je pense qu'on avait 16 habits stagiaires, donc derrière aussi, ça a été l'occasion aussi pour ces derniers-là de se peaufiner. Effectivement, il y a eu, en marge donc de ce que vous appelez la compétition en tant que telle, les examens d'arbitrage, les examens des coachs. Alors, nous avons profité aussi pour présenter le maximum d'arbitres et le maximum de coachs. 6 coachs au total ont été présentés et nous avons fait 100%. Tout le monde a été admis. Au niveau des arbitres, nous avons au total 25 arbitres, mais il y avait déjà qui étaient qualifiés et qui avaient déjà un certain niveau. Eux, ils n'ont pas participé à l'examen. Mais tous ceux qui ont participé à l'examen, nous avons 19 qui ont participé à l'examen. Et nous avons eu juste 4 personnes qui ont flanché. Les 15 ont tous réussi à aller à l'examen. Alors, justement, par rapport à cette histoire d'arbitre, de juge ou autre, c'est vrai que c'est une compétition zonale. Est-ce que la perspective de retrouver ces juges et ces arbitres-là au niveau, avec le statut de continental est ouverte, ou bien est-ce qu'il y a eu une faveur qui leur permettait de passer directement juge et arbitre continentaux? Alors, c'est vrai que l'examen d'arbitrage pour le niveau continental, ça se passe lors des championnats d'Afrique. Mais exceptionnellement, pour ce championnat qui est régional, ils ont permis qu'on puisse faire directement l'examen d'arbitrage niveau africain, mais uniquement le premier niveau. Pas les autres niveaux, c'est uniquement le premier niveau qui était autorisé donc pour se dérouler au Burkina Faso ici. Alors, c'était une opportunité. Il y en a qui sont passés directement, parce que l'examen consistait maintenant à faire un examen unique. Alors, lorsque vous avez moins de 3 fautes, vous êtes déjà qualifié comme arbitre niveau B continental. Si vous êtes entre 5 à 6 fautes, on vous accepte comme arbitre, mais niveau régional. Alors, lorsque les fautes dépassent 6, à ce moment, il faut revenir une prochaine fois. Alors, DTN, justement, on a la chance de vous avoir. Je pense que dans votre catégorie, vous n'êtes pas très nombreux, parce qu'il faut préciser que le directeur technique national de la Fédération burkinabé de karaté est juge mondial. Donc, il fait partie des rares qui peuvent donc officier lors du championnat du monde. Alors, on sait que Safiatou Touré et Tara Moudirago étaient aux Émirats Arabes Unis il y a de cela quelques mois à ce niveau, au niveau des juges ou des arbitres mondiaux. Où est-ce
est-ce qu'on en est au Burkina? Alors, c'est aussi une fierté pour nous de pouvoir être à ce niveau mondial. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être la primeur, de passer en premier. Et Dieu merci, je suis passé le premier juge mondial pour le Burkina Faso. Et après moi, en 2020, nous avons donc nos deux compatriotes, Tariam Ouedraogo de Kaya et Safiatou Touré, qui sont également passés après moi. Et Dieu merci, ils ont également réussi. Ce qui donne un total de 3 arbitres de niveau mondial au Burkina Faso. Dans la sous-région, c'est pas sûr qu'on ait ça partout. C'est au Sénégal qu'on a un nombre assez élevé. La Côte d'Ivoire qui est à côté de nous, qui a devancé déjà sur ce niveau, et n'a qu'un seul pour le moment. Donc, ça veut dire que c'est une fierté pour le Burkina d'avoir 3 arbitres mondiaux en l'espace de 3 années. Alors, Geoffroy, il y a également quelque chose, c'est vrai que les frères Sanou, on les connaît. On s'attendait à les voir donc premiers en kata par équipe. Ils sont arrivés à l'heure au rendez-vous. Mais ce que la majorité des observateurs a pu faire comme analyse, c'est que le niveau de la finale entre donc les frères Sanou et l'équipe dirigée par Bernice, le niveau était quand même assez bas. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand on sait qu'en principe, dans un mois, il y a le championnat d'Afrique? Oui, je sais que vous parlez en connaisseur, mais en réalité, il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'il y a le vrai niveau de ces jeunes que vous connaissez qui n'a pas été présenté pour 2 raisons. Je vous explique. Alors, la finale se faisait entre le Burkina et le Burkina. Oui. Okay. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Quelle que soit l'équipe qui gagne, le Burkina a déjà sa médaille. Ensuite, ça se passe entre l'équipe de Alan et l'équipe de Bernice, qui se connaissent très bien. Et l'équipe de Bernice est passée en premier et les autres ont vu leurs points. Ils savent combien ils ont eu. Alors, il fallait amener le niveau aussi à ça pour gagner au moins un peu au-dessus des chances, au lieu d'aller frapper trop fort inutilement. Ça ne sert pas. Donc, voici la première raison. La deuxième raison est que Sanou Alan, qui était le métronome de l'équipe, venait juste de faire sa finale en individuel. Donc, il a fait une finale en individuel et en même temps, quand il a fini, il se joint à l'équipe pour faire non seulement la finale en kata et le bunkai. Ça fait à peu près 8 minutes de travail. Et pour les sportifs qui connaissent, c'est dur. Donc, ça ne sert à rien de se tuer après une fatigue pareille. C'est pourquoi donc, les gens ont vu que le niveau semblait être moins. Mais en réalité, ils sont là. Si c'était au championnat d'Afrique, vous allez voir que ça va être vraiment le punch. Mais il faut avoir, il faut être très optimiste pour la suite, parce que là vous étiez sous vos installations. Hein. Oui. C'est vrai que les équipes sont entraînées sous votre supervision, puisque vous êtes DTN. Vous nous rassurez que même si on va pour les prochaines séances là, on est prêt, même si c'est pas en terre burkinabé. Oui, je vous rassure que le niveau est au top, parce que je les suis de près. Je les ai constitués cette équipe là et j'ai suivi de près. Leur participation aux championnats qui sont passés antérieurement, par rapport au niveau actuel, il n'y a pas match. Ils ont atteint un niveau vraiment hautement appréciable. Et ceux qui inquiétaient, comme l'Égypte, comme le Maroc, par exemple, aujourd'hui, ils n'ont pas envie à ces équipes-là. Et je sais que pour l'échéance de Durban, en Afrique du Sud, si Dieu le veut, nous allons monter sur le podium. Alors, Geoffroy, il y a ce jeune, Kabirou Dao, spolié d'une victoire au Caire, qui n'a pas baissé les bras. Certains, hier au Palais des Sports, ont dit que si Kabirou Dao, à l'heure actuelle, n'est pas le meilleur karatéka burkinabé, il fait partie certainement des meilleurs. Oui, votre analyse est parfaite. Parce qu'au Caire, Kabirou a perdu son combat. C'est pas bon de le dire, mais en réalité, c'est vraiment une mauvaise appréciation. Voilà, de l'encadrement ou des responsables, de l'arbitrage, etc. Donc, et il a pris conscience. Et il a été humble. Il s'est dit, si j'ai perdu, faute en tout cas à l'organisation pratique, technique, je vais me mettre au travail. Et il est resté au travail de bout en bout. Ce qui a fait que son niveau est monté comme pas possible. Et si vous avez vu le combat, un combat prévu pour 2 minutes, il a plié le combat en moins d'1 minute. En 50 secondes. Ça veut dire que si vous arrivez à avoir 8-0, le combat est arrêté. Et lui, il a plié le combat en gagnant 8-0 avant donc, les 1 minute, 55 minutes. 55 secondes, je vais dire, excusez-moi. Voilà, donc c'est exceptionnel. Ça prouve que le niveau de Kabirou est très monté. Et en Afrique du Sud, avec ce niveau-là, c'est sûr que c'est la médaille d'or qui est imperfectible. Comment je regarde, je ne suis pas puriste du domaine, mais j'ai l'impression que même avec l'arbitrage, il faut jouer avec. Tout à l'heure, on a eu une réclamation, c'est un point.
qui auraient pu être perdus. Donc ça veut dire qu'il y a l'arbitrage compte pour beaucoup. Oui, beaucoup, parce que les arbitres, c'est des humains. C'est des humains, c'est comme au football. Hein. Vous voyez qu'au football, il y a le système de vidéo maintenant, et lorsqu'il y a un penalty ou pas, on va surveiller, on revient donner. Voilà, c'est la même chose. Et le coup que vous avez vu, par exemple, c'est un coup qui est bien rentré. Mais il y a l'angle de vision. Peut-être que l'arbitre qui est positionné à l'aile gauche n'a pas un angle de vision qui est correct pour pouvoir voir le coup rentrer. Donc il a vu le coup partir, mais tant que l'arbitre n'est pas sûr que le coup a atteint sa cible, il n'a pas le droit de donner le point. Donc il n'a pas donné le point parce qu'il n'a pas vu la cible atteindre. Voilà. En ce moment, il faut aller à la vidéosurveillance. Alors le coach doit être un coach informé qui sait que quand il y a pareille situation et que lui, qui est coach, est sûr que le point est rentré, il faut faire la réclamation. Dieu merci, le coach en question a pu faire la réclamation et on a fait la vidéosurveillance qui a montré clairement que le coup est rentré. Et à ce moment, on octroie, donc le point c'est gagné. Alors, on aurait pu perdre ce point et ça peut jouer. Donc, il faut que les coachs se mettent à jour pour être prêts et suivre le combat de près pour ne pas perdre des coups pareils. Il y a eu, par exemple, un cas aussi qui s'est passé où le coach a réclamé, c'était un point qui marquait un coup qui marquait 3 points. Alors, il a réclamé, c'est vrai que la vidéosurveillance a eu lieu, on a accordé le point. Malheureusement, en accordant, on a accordé 1 point au lieu de 3 points. Mais il n'a pas su aller encore à la pêche pour dire que non, c'est 3 et non 1. Et notre athlète s'est retrouvé avec 1 point au lieu de 3. Ça sera votre dernière question. Parce que alors, j'étais allé trop loin. Le championnat de zone, c'est terminé. C'est fini, il faut tourner la page. Il y a le championnat d'Afrique prévu normalement en septembre à Durban, en Afrique du Sud. Est-ce que le Burkina va s'y rendre? Oui, déjà, je rectifie un peu pour dire que ça a été revu, le programme a été revu et le championnat d'Afrique est maintenant ramené du 28 novembre au 4 décembre. Voilà, ce qui est d'ailleurs notre souhait parce que bon, c'était vraiment coincé avec les vacances, bon, c'était pas évident, donc on a encore plus de temps pour travailler et vraiment le Burkina souhaiterait participer à ce rendez-vous de Durban avec au moins 13 à 14 athlètes qui seraient une équipe complète en kata et en comité. D'accord. C'est ce qu'on va souhaiter d'ailleurs. Et puis on espère qu'on aura le drapeau qui va se hisser encore très haut et qu'on vous recevra ici, sûrement avec des athlètes. Oui, bien sûr, avec des médailles en plus. Évidemment, et avec des médailles. Oui. En tout cas, merci M. Cornel Barré. Je rappelle que vous êtes DTN de la fédération donc. Et ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et c'est un sport qui est à découvrir pour certains, mais qui reste de la passion pour d'autres. Merci aussi Somda. Merci à toi Geoffroy et merci à tous les téléspectateurs de TV. Ça a été un plaisir de passer ces 1h30 à décrypter notre actualité qui est diverse et variée et vous l'avez dans sa plénitude au JDS, au journal dimanche soir. On prend rendez-vous pour dimanche prochain, d'autres actualités toujours aussi diverses que variées et d'ici dimanche prochain, portons-nous bien.